L'avantage de vivre à l'étranger, c'est que tu comprends que tu dois avoir une valeur ajoutée dans ton produit. Je suis quelqu'un qui saisit les opportunités. Voilà, quand je vois une ouverture, je vois quelque chose, je me lance et je me donne à fond et j'essaye de faire de mon mieux, quoi. En 2021, ils ont demandé que tout le monde revienne au bureau. Moi, j'ai décidé de rester au Cameroun. J'ai commencé à chercher le travail. Et en cherchant le travail, moi, j'étais sûre de moi. Je me suis dit, bon, une statisticienne, j'ai travaillé aux États-Unis, j'ai travaillé au Canada, j'ai des diplômes. Bon, ça va être comme ça, quoi. La première banque qui va me prendre. J'étais trop sûre de moi. Mais le Cameroun m'a d'abord ramené mollo, me fait comprendre que ce n'est pas comme tu penses là. Moi, je pense personnellement que les milliardaires viennent de 3 ou 4 secteurs. Mon avis personnel. Je me suis dit diversification, rien. Et moi, personnellement, ça m'aide. Ça m'aide énormément parce que ça fait en sorte que comme il n'y a pas une seule source de revenus, il n'y a pas un mois où je me dis est-ce que... Quand j'ai commencé ce business, mon premier fournisseur là qui avait refusé de me fournir, lui, il m'avait tellement découragée. Il me disait que non, les délais de paiement, c'est monté, c'est descendu. Moi, ça m'a pas découragée, j'ai continué dans ça. Moi, ce que j'aime avec ce que je fais, c'est le contact que j'ai avec la clientèle. Bienvenue dans C'est encore possible, le podcast qui donne la voix à ceux qui prouvent qu'au Cameroun et en Afrique en général, c'est encore possible. Donc pour la deuxième fois, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Kevira Modjo. Bonjour Kevira. Bonjour. Comment tu vas? Très bien, merci. Et toi? Ça va. Donc prête pour cette 12e journée de podcast? Très prête. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi le premier épisode, on a vraiment parlé du parcours de Kevira, son parcours scolaire au Cameroun, ensuite son voyage pour le Canada et son parcours académique et professionnel qui est quand même assez fulgurant. Vous pouvez cliquer sur le lien en bas de la description ou sur le lien qui va s'afficher ici. Donc, pour aller voir ce premier épisode-là. Donc, une fois que c'est fait, on peut démarrer le second épisode. Donc, Kevira, tu es une Camerounaise qui est née au Canada. Ensuite, tu es rentré au Cameroun assez jeune, tu as fait ton école primaire, ton collège. Ensuite, tu es rentré au Canada où tu as étudié à Concordia, à l'université de Sherbrooke aussi. Exact. Et puis, tu as eu une carrière, même si elle était petite, elle était quand même assez fulgurante. Beaucoup de choses en peu de temps. Exactement. Tu as travaillé au consulat des États-Unis au Canada, qui est quand même assez spécial. Tu as travaillé aussi à l'IATA, aéronautique là. Exactement. Et ensuite, tu as eu le déclic ou je ne sais pas si c'est la chance ou bref, ou la folie de te dire que je vais retourner au Cameroun. Un peu de tout ça. Donc, ton retour au Cameroun, comment ça s'est passé? Honnêtement, je suis passée par beaucoup de changements. Au début, c'était très bien. C'était très bien parce que j'avais encore mon salaire des États-Unis qui passait. Exactement. Parce que mon dernier emploi avant de revenir au Cameroun, c'était aux États-Unis à PSI. Donc, avec le Covid, je travaillais work from home. Donc, j'étais au Cameroun, mais j'étais payée par l'entreprise. Donc, je pensais que non, ça va, la vie au Cameroun, c'est bien. Non, c'est juste tranquille. pour remettre en contexte, quand tu es arrivé au Cameroun, tu travaillais de la maison, tu faisais du remote work. C'est ça. Donc, quand le Covid a commencé, j'étais aux États-Unis. Je travaillais pour PSI. Et ensuite, je suis venue au Cameroun. Je travaillais toujours pour PSA, mais à distance. Donc, j'avais toujours mon salaire et tout le reste, mais j'étais pas sur place. Et donc, quand l'année d'après, en 2021, ils ont demandé que tout le monde revienne au bureau, moi, j'ai décidé de rester au Cameroun. Là, ça ne m'avait pas encore vraiment touchée. J'étais encore dans la belle vie parce que j'avais mon salaire en dollars américains. J'étais tranquille au Cameroun. J'étais chez mes parents. Je payais rien. La vie était belle, quoi. Donc, je me suis dit, bon, moi, je reste au Cameroun. Il n'y a pas de problème. Je vais me débrouiller. Même si je travaille plus pour PSI, je vais me débrouiller. Et ensuite, ça, c'était le moment haut. Ensuite, ça a redescendu comme ça. Parce qu'il n'y avait plus l'argent. Il n'y avait plus l'argent. Parce que les dollars américains que j'avais économisés, bon, j'avais même pas économisé, disons les dollars américains que je gagnais, ça commençait à finir. Parce que l'argent, ça n'entre pas, même si c'est combien, ça va toujours finir. Donc, premier mois, ça va, ça passe. Deuxième mois, troisième mois, quatrième mois, j'ai fait peut-être 6 mois. Hein. Moi, je me suis dit que, l'affaire, si là, je vais pas m'en sortir ici au Cameroun. Je vais pas m'en sortir au Cameroun. Donc, c'est quand j'ai vu que c'était chaud comme ça, j'ai commencé à chercher le travail. Et en cherchant le travail, moi, j'étais sûre de moi. Je me suis dit, bon, une statisticienne, j'ai travaillé aux États-Unis, je travaille au Canada, j'ai des diplômes. Bon, ça va être comme ça, quoi. La première banque qui va me prendre. Ça t'a pris combien de temps, à partir du moment où tu as commencé à postuler au Cameroun, jusqu'à trouver le travail? Bon, très, très honnêtement, j'ai été chanceuse parce que ça n'a pas pris un mois. Très honnêtement. Mais je suis sûre que c'est juste un coup de chance. Oui, mais quoi. après, tu avais quand même un très bon CV. Oui, j'avais un très bon CV. Mais moi,
étant tellement sûre de moi, je pensais que même un mois, c'était beaucoup. C'est maintenant quand je connais la réalité du Cameroun que je me dis que mais j'étais même chanceuse parce que moi, je me disais avec mon CV-ci, comment j'applique j'avais appliqué à qui la CCA, j'avais appliqué à Advance, même la microfinance. Ils m'ont pas pris. J'ai dit, mais une microfinance ne me prend pas. Ils me prennent, ils savent même qui je suis. Quelqu'un qui a fait les statistiques au Canada, qui est ça. Donc, j'étais trop sûre de moi. Mais le Cameroun m'a d'abord ramené mollo, me fait comprendre que ce n'est pas comme tu penses là. Donc, voilà, j'ai postulé. Les banques m'ont pas pris, m'ont jamais répondu. La société de bourse que je mentionnais. Société de bourse dont on a vraiment détaillé ton parcours là-bas dans l'épisode précédent. Exactement. Donc, on va pas revenir dessus dans cet épisode-ci. Voilà. Donc, tu travailles là-bas et puis tu commences tes activités entrepreneuriales à côté, j'imagine. Voilà. Donc, je commence des activités en parallèle. Donc, c'était quoi l'histoire de mon entreprise? J'ai toujours su que je voulais faire l'entrepreneuriat, mais moi, je pensais que je voulais faire la restauration. Parce que comme j'ai dit précédemment, mon père avait un restaurant. Donc, moi, je me disais, je vais avoir Et j'ai travaillé comme serveuse au Canada. Donc, je me disais, bon, moi, je vais avoir mon petit restaurant. Je vais apporter le concept du Canada ici au Cameroun, des trucs comme ça. Donc, ça a toujours été mon projet. Sauf qu'entre-temps, il y a une opportunité qui se présente. J'ai un ami qui est directeur d'un grand supermarché qui me dit un jour, « Oh, est-ce que tu connais des gens qui peuvent livrer tel produit ?» Je lui dis oui. Je connais des gens qui peuvent livrer tel produit parce qu'effectivement, je connaissais des gens qui pouvaient livrer tel produit. Mais après, quand je n'ai pas contacté la personne que je connaissais qui pouvait livrer, la personne me dit non, moi, je suis en rupture de stock et tout. Je dis, mais c'est quand même une grosse opportunité. C'est un des leaders au Cameroun qui te demande un produit. Il faut te bouger, il faut te lever. La personne, c'était un papa, là, commerçant. Il me dit que, il n'a pas, il ne peut rien faire. Je dis, mais tu peux... Comment ça, tu peux rien faire, tu n'as pas. Il me dit non, que lui n'aime pas les tracasseries, que les supermarchés, ça prend du temps pour payer, parce qu'il avait déjà une expérience. Quand tu livres, c'est pas directement. Alors que lui, il est habitué à vendre aux grossistes. C'est-à-dire que il importe, il fait venir des conteneurs. Voilà. Et je sais très bien de quoi il parle, puisque on applique les mêmes méthodes. C'est dans le même domaine. Donc voilà, donc, il me dit qu'il ne veut pas les maux de tête. Lui, il aime son argent cash. Il sait que quand les grossistes là, viennent porter, on lui donne son argent cash. Au pire des cas, on lui donne peut-être 70% et 30% après. Mais les histoires de livrer, on va te payer dans 1 mois, 2 mois, là, il n'est pas dedans. Je me dis, merde. Moi, je vois comment c'est une opportunité. Je dis, je peux pas laisser ça. Je peux pas laisser ça. C'est comme ça que je me lance. Je dis, OK, je commence à chercher des fournisseurs. Je commence à contacter des gens à gauche, à droite. Heureusement, pour moi, j'ai toujours été quelqu'un qui a beaucoup de contacts, qui se fait facilement des amis. Donc, j'appelle mes amis. Je dis, mais est-ce que... Finalement, je trouve des bons contacts. Et finalement, j'arrive à livrer ce que mon ami du supermarché avait commandé. Ça s'est très bien passé. Il a aimé la livraison. Ses patrons lui ont demandé, mais qui a apporté ces produits-ci? Mais c'est quoi comme produit, en fait, si tu veux les détailler? C'était ma toute première livraison, c'était des gants de toilette. OK. C'était des gants de toilette, grattoirs à pied. En tout cas, c'était des trucs pour femmes. Okay. Donc, vraiment, c'était tout le kit de femmes, des peignes, des choses comme ça, parce que ce qui manquait à leur rayon, c'était spécifiquement des produits pour les femmes. Soins de femmes. C'est ça, soins de femmes. Et ils se sont rendus compte qu'ils avaient un manque dans ce sens-là. Et c'était des petits trucs, vraiment des trucs banals comme des peignes, des trucs comme ça. Mais à grande échelle, ils avaient besoin de vraiment beaucoup de peignes. Et ils ne pouvaient pas montrer ça n'importe comment. Il fallait que ça soit esthétiquement présentable. Il fallait que ça soit emballé, il fallait tout. Et ils avaient ce besoin. Et moi, j'avais la vision. Parce que moi, je me suis dit... ça, c'est une opportunité. Je vais pouvoir mettre ma marque, je vais pouvoir bien présenter, je vais pouvoir bien emballer, je vais pouvoir. Donc, je pense qu'on s'est vraiment retrouvés au bon moment entre eux qui avaient un besoin et moi qui voulais créer quelque chose. Donc, ça matchait. J'ai donc lancé la marque. Ils ont adoré. Son patron m'a convoqué, donc le patron de mon ami qui était le directeur. Il m'a donc convoqué dans son bureau. Il m'a dit, j'aime beaucoup le concept des peignes camerounais. Je vois comment c'est emballé, c'est beau, c'est propre, c'est esthétique. On veut commander encore plus. On avait commandé telle quantité. On va commander pour plus de nous. Parce qu'ils avaient commandé juste pour leur supermarché. Une succursale. Ouais, une succursale. Voilà. Donc, ils me disent, on va commander pour plus. Mais peut-être il y a un détail sur lequel tu as quand même un peu survolé. Comment tu t'es débrouillé pour trouver les peignes, en fait, les produits? Tu t'es débrouillé comment? J'ai marché. j'ai marché. Parce qu'il fallait trouver chez les personnes qui importent. Oui, pour que ce soit identique.
pour que ce soit identique, pour la qualité, pour tout, en fait. Il fallait vraiment prendre ça de la source. Et chaque fois, je trouvais des personnes qui me disaient, oui, c'est moi qui importe, mais c'était pas eux qui importaient. Donc, c'est au fur et à mesure que je dis, mais est-ce que c'est toi qui importe? Pourquoi tu n'as pas tel document? Parce que je dois faire quand même mon due diligence, comme on dit en anglais. Je peux pas prendre de chez n'importe qui. La qualité, c'était pas ça et tout. Donc, honnêtement, la réponse à ça, c'est que j'ai marché. Douala, on me met à Douala. Je connais les fournisseurs de Douala. Tant mieux, ça veut dire qu'on va beaucoup travailler ensemble. Non, je connais les fournisseurs de Douala, même si c'est quel produit, parce que j'ai marché. Je peux pas dire à quel point j'ai marché. Je suis allée chez les Chinois, je suis allée me présenter chez eux, je suis allée chez les importeurs, je suis allée dans des bureaux, je suis allée chercher la source même. Parce que moi, je voulais traiter avec les gens qui font venir les conteneurs. Je voulais même pas un intermédiaire. C'est-à-dire que je veux même si c'est l'intermédiaire du premier niveau, parce qu'il y a des gens qui s'étaient présentés comme ça, que non, moi je suis intermédiaire, mais je suis intermédiaire de premier niveau. Donc, ils appellent ça premier niveau quand ils achètent chez l'importateur pour te revendre. Moi, j'ai dit non. Même et toi, là, je ne veux pas. À chaque fois qu'il y a un niveau, il y a des marges. Il y a des marges qui... Voilà, exactement. Donc, j'ai dit, moi, je ne veux pas. Je ne veux pas. Donc, j'ai marché. Maintenant, j'ai mon carnet que j'ai souffert pour avoir et que je garde précieusement. De temps en temps, j'envoie des messages à mes amis fournisseurs. Je dis hello, parce qu'il y a certains qui viennent de partout. J'ai des Chinois, j'ai dans mes contacts, j'ai des Nigériens, j'ai des gens un peu partout. Donc, j'entretiens le contact, comment ça va et tout, et des choses comme ça. Parce que, voilà. Parce que j'ai souffert pour les avoir dans mon réseau. Okay. Donc, voilà. Oui, donc, ils aiment mes produits, ils commandent plus. Et là, ils me disent, on veut encore plus de produits. On veut diversifier les produits que tu as apportés parce qu'on voit que tu sais comment présenter, c'est bien, c'est beau, c'est pratique. Donc, on commande encore d'autres choses. Donc, même les choses qui n'étaient pas dans ma commande initiale, ils ont ajouté. Et ça, c'était vraiment des trucs basiques, hein, comme des tamis pour cuisine, des torchons de cuisine, des éponges pour la cuisine, des choses de everyday, quoi. Mais sauf que moi, j'avais l'avantage que je présentais ça sous un autre angle. Je présentais ça avec ma marque, avec mon logo, avec des couleurs, c'est toujours mon côté créatif du Canada et des États-Unis. Mais je vais pas juste mettre les éponges dans un plastique, je vais pas déposer. Il faut que ça donc, soit... Donc, tu prends chez le fournisseur, tu rajoutes quelque chose. Exactement, je rajoute quelque chose. Et en plus, je mettais des codes barres. Je mets des codes barres. Donc, tous mes produits ont des codes barres. Donc, c'était vraiment ready to use, quoi. Conditionné, ready to use. Pratique. J'ai créé le concept de kit peigne parce que je me suis rendu compte en tant que femme moi-même que j'ai pas... Souvent, je veux différents peignes. Souvent, je veux le gros peigne, souvent, je veux le petit peigne, souvent, je veux la brosse et tout. Mais chaque fois, on vendait toujours détaillé. Et dans les supermarchés, je trouvais même pas de peigne, c'est au marché. Exactement. Tu ne veux pas toujours aller au marché, te mélanger avec les gens pour les peignes. Donc, moi, j'ai pris ça comme une opportunité, j'ai créé des kits. Donc, dans un seul kit, tu peux avoir le gros peigne, le petit peigne, le moyen peigne, la brosse et tout le reste. Et même dans ce qu'ils importaient, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas ce mélange. Donc, le fait que je me suis vraiment adaptée. Les gants de toilette, par exemple, j'aurais pu juste prendre des gants et balancer. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté une touche. Par exemple, dans les gants de toilette, moi, j'emballe toujours différentes couleurs. Je peux mettre du rose et du bleu, du rose et du vert. Et puis, le logo est bien. Donc, ça fait, quand tu entres dans le supermarché, ça tape d'abord. Ça tape d'abord tes yeux. Les grattoirs à pied, même chose. Les grattoirs de couleurs. Donc, c'est là où je pense que l'avantage de vivre à l'étranger, c'est que tu comprends que tu dois avoir une valeur ajoutée dans ton produit. Quand tu es local, tu te dis que c'est juste du commerce. Ouais, beaucoup font du commerce, je prends ici, je mets là-bas. Ici, je mets là-bas. Moi, j'ai jamais été dans cette optique-là. Moi, j'ai toujours été dans l'optique que ma chose, quand on voit ça, on doit voir... En fait, ça doit être tellement différent qu'on comprend pourquoi... Parce que pourquoi il passe ça pour le fournisseur directement? Tu dois avoir une valeur ajoutée. Tu dois avoir une valeur ajoutée qui justifie pourquoi il n'achète pas chez celui qui importe. Exactement. Et la valeur ajoutée, justement, c'est que tu innoves, c'est que tu mélanges, que tu mets dans des kits, c'est que tu mets des codes barres, tu mets des présentations, tu as une page Facebook, tu as des réseaux. Donc, tu démarques ton truc, tu te crées un branding, en fait. Exactement. Pour toi-même. Donc, voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. En faisant ça, justement, ça fait en sorte que je puisse toquer à d'autres portes. Parce que quand tu as déjà un client, c'est plus facile d'avoir un deuxième client. Je pense que le plus difficile, c'est le premier client. Après le premier client, ça se passe plus rapidement. Ouais. Donc, je suis allée chez 2 grands supermarchés à Douala aussi. Bon, malheureusement ou heureusement pour moi, un supermarché était intéressé. L'autre supermarché m'a dit, bon, nos rayons sont déjà assez saturés. On fait venir nos choses de France, blablabla. On ne veut pas du cosmétique. Mais par contre, eux, ça a été le déclic parce qu'ils m'ont dit, mais s'il y a la nourriture, on serait intéressé. Là, j'ai dit, une deuxième opportunité de m'accrocher. Donc, c'est comme ça que j'entre dans
dans l'agriculture. Tous mes business, là, ça a toujours été des opportunités que j'ai vues. Et que tu as saisi. Et j'ai saisi, Mais voilà. toi, tu n'as pas ce truc où... parce que moi, en parlant avec des gens qui font du business, j'ai rencontré deux profils de personnes. Oui. Il y a des gens qui sont passionnés par un domaine. Oui. Et ils se disent que moi, c'est mon dans business, ça que je vais faire dans ça. Et ils creusent vraiment le domaine. Et puis, il y a d'autres gens qui... Ouais, ils regardent les opportunités, peut-être c'est l'argent qui les passionne, peut-être c'est faire le business qui les passionne. Ouais. Et puis j'ai l'impression que c'est plus ça ton cas. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que c'est plus ça. Pas forcément que c'est l'argent qui me passionne, mais je pense que je suis quelqu'un qui saisit les opportunités. Voilà. Quand je vois une ouverture, je vois quelque chose, je me lance et je me donne à fond et j'essaye de faire de mon mieux, quoi. Je suis quelqu'un... C'est comme je regardais une vidéo sur TikTok qui m'a beaucoup parlé. C'est une jeune femme sud-africaine qui avait 8 entreprises. Et elle est en train de dire que j'ouvre pas 8 entreprises pour garder les 8 entreprises. J'ouvre les 8 entreprises pour les développer à un certain niveau, pour diversifier mon portefeuille et pour éventuellement les revendre. Éventuellement faire entrer des actionnaires, éventuellement être moins au centre de l'entreprise et avoir ça. Et ça fait en sorte que si tu as 10% de chaque truc ou 15% de chaque truc, tu as de l'argent qui entre, comme on parlait dans l'épisode précédent de Elon Musk et tout, qui a Mais jusqu'à après, 14%. il y a aussi une certaine, il y a une certaine histoire, une certaine logique là qui est toujours sur les réseaux. On dit que le focus, c'est important. Oui, c'est vrai. C'est vrai, j'ai beaucoup entendu ça aussi. J'ai beaucoup entendu ça et longtemps, c'était comme un conflit, quoi. Je me disais, est-ce que il faut que je me canalise, je me focalise sur un truc ou est-ce qu'il faut que je me diversifie? Moi, personnellement, pour moi, ça marche mieux la diversification. Je vais m'expliquer pourquoi. Parce que tu es dans le domaine des supermarchés. Tu sais que les supermarchés, c'est pas du tic au tac. Et surtout, quand j'ai commencé à livrer à plus de supermarchés, ça voulait dire qu'il fallait plus de fonds de roulement, mais pas forcément du tic au tac. Donc, il y a des paiements et tout ça. Et moi, je me suis dit, mais est-ce que je vais m'asseoir pour contrôler quand on m'a payé, pour faire le suivi et tout le reste, ou est-ce que je vais développer dans un autre truc qui va me permettre d'avoir d'autres clients et qui vont me faire en sorte que d'autres argent rentrent. Et quand j'ai eu ce déclic-là, c'est là où je me suis dit diversification, rien. Et moi, personnellement, ça m'aide. Ça m'aide énormément parce que ça fait en sorte que comme il n'y a pas une seule source de revenus, il n'y a pas un mois où je me dis est-ce que, parce que ça peut venir de là, ça peut venir de A, B, C, D. Donc, exactement, je comprends. Ça vient de partout pour se canaliser. Exactement. Par contre, là où je pense que se focaliser, c'est très, 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 très important. C'est parce que je me dis, si tu es focalisé sur un, ça te permet comme toute ton attention est sur un, ça te permet de vite rectifier les erreurs, vite ajuster, peut-être mieux t'étendre dans ce que tu es en train de faire et tout le reste, quoi. Donc, je suis d'accord avec ça, mais moi, pour l'instant, particulièrement, c'est mieux quand c'est diversifié. Moi aussi, j'ai eu beaucoup ce conflit-là. Mais je suis arrivé à la conclusion que je pense que c'est une question de personne. C'est une question de personne, je pense aussi. Au-delà même des avantages et des inconvénients de chaque. Non, c'est une question de personne. Il y a des gens qui ne peuvent juste pas rester focus. C'est vrai. Tu leur donnes un business là, tu dis que reste focus, machin dessus. Je suis d'accord. Et puis il y a d'autres personnes que dès que tu commences à parler de trop de choses, là, ils ne comprennent plus rien. C'est vrai. Non, c'est vrai. C'est très vrai. C'est comme le premier fournisseur que j'avais rencontré qui m'a dit qu'il n'a pas le produit là. Lui, il livrait une seule marchandise. C'est pas qu'il livre plusieurs trucs. Et tout son travail, c'est il fait venir les conteneurs, il dépose. C'est même pas lui qui livre. Les commerçants, les grossistes viennent acheter chez lui et c'était tout. Moi, je me suis dit, mais je pense qu'il faut juste se connaître et puis juste faire ce que... Voilà, faire ce qui va avec toi, exactement. Et moi, je suis quelqu'un qui aime aussi beaucoup découvrir des choses et tester des choses. Exactement. Donc, je pense que ce trait de ma personnalité fait en sorte qu'avec l'argent que j'ai commencé à me faire de mes livraisons des supermarchés et tout, j'ai pas voulu juste me concentrer sur les supermarchés. Je me suis dit, bon, il y a tel autre business que j'ai toujours voulu faire. Exactement. Maintenant que j'ai déjà l'argent, je peux testons voir. Si ça marche, si ça marche pas, tant pis, quoi. Donc, voilà. Je crois que de ce point de vue-là, on est dans la même team. Je me rappelle, à une époque, on parlait de faire du business dans les drones. Je me rappelle très bien. Pas la première fois qu'on a commencé à mais les gens nous ont dévancés maintenant. Mais je suis sûre que si on avait fait ça à l'époque, peut-être on serait milliardaire. Hein. Quoi, je pense ça pas. Les drones. Fabriquer les drones ou faire les services? Les services. Moi, je pense que, fabriquer et les services, mais beaucoup plus les services, je pense qu'on aurait pu faire beaucoup d'argent parce qu'à l'époque, c'était pas encore commun comme maintenant. On était quand même pionniers. Donc, on était très pionniers. On apportait des drones ici, les gens allaient faire des mariages, des événements. Oui. Est-ce que tu connais quelqu'un au Cameroun qui est milliardaire avec ça? Non. Non. Je ne pense pas que ça aurait Je pense pas non plus. Je pense pas non plus. Moi, je pense personnellement que les milliardaires
viennent de 3 ou 4 secteurs. Mon avis personnel. Je pense qu'il y a l'agro-industrie, donc cacao et tout le reste. Justement, je me suis lancée dans le cacao, je vais aussi parler de ça plus tard. Je pense qu'il y a le bois. Je pense qu'il y a tout ce qui est industrie, c'est-à-dire transformation, usine, des choses comme ça, quoi. Il y a la finance aussi. Voilà, finance et les BTP. Bon, immobilier, je sais pas. Est-ce que c'est bon, quand je dis immobilier, en fait, j'englobe tout ce qui va dans le logement. Ça peut être du BTP. Ok, parce que moi, j'ai souvent l'impression que souvent, quand tu mets genre 15 milliards dans un hôtel, 20 milliards dans un hôtel, ça te prend combien de temps pour rentabiliser ça? C'est la question que je me pose. L'hôtel, ce n'est qu'une forme d'immobilier. C'est pas... Oui. Même ceux qui ont des immeubles commerciaux, ça reste de l'immobilier. Oui, mais bon, prenons cet exemple concret, terre à terre. Tu prends 10 milliards pour investir sur un immense immeuble commercial avec des bureaux et tout. Tu vas louer ça même à 2 millions par mois par entreprise. OK, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que si tu avais pris ces 10 milliards-là pour faire une usine qui fabrique quelque chose que les gens consomment chaque jour, tu n'allais pas te faire beaucoup plus rapidement? Ça dépend. C'est juste des business qui ont différentes dynamiques. Dans un cas, tu as un business qui est plus stable. Et même là, ça dépend de comment tu fais l'immobilier. Parce qu'il y a des gens qui font de l'immobilier, comme tu dis, il va louer son truc, il va louer commercial et rester tranquille. Ouais. Il y a d'autres personnes qui vont te faire des locations courte durée, qui vont te faire des petits concepts. Comme des Airbnb, des choses comme ça. Oui, Airbnb luxueux qui va rentabiliser peut-être 3 fois plus. Non, c'est vrai, c'est vrai. Mais en termes d'immobilier classique, c'est vrai que c'est quelque chose de plus stable, qui va être rentabilisé sur la durée. Exact. Là où, dans le cas où tu vas dans l'industrie, tu prends beaucoup plus de risques. C'est vrai. Et tu pourrais ne jamais rentabiliser. Tu peux tout faire. Tu peux tout faire. Tu peux tout faire. Non, je pense que ça revient à la personnalité. Je pense que le type de personnalité influence beaucoup sur le genre de business aussi qui t'attire, qui te... Et c'est aussi ça la diversification. Il y a des gens qui, à un certain niveau, ils vont avoir des immeubles justement pour tout ce qui est investissement, qui savent qu'ils ne vont jamais perdre, même si ça va prendre le temps pour rentabiliser. Et à côté de ça, ils vont faire des business un peu plus risqués. Et puis, voilà, pour oser quoi. Et puis, faire en fait comme un espèce de portefeuille. Comme dans les actions, tu investis dans les actions, tu peux aussi avoir des obligations et puis tu essayes de... tu mets un peu partout. Comme ça, si ça tchaka là quelque part. Non, c'est vrai. C'est vrai, effectivement, dans ce sens. Moi, ce que j'aime avec ce que je fais, c'est le contact que j'ai avec la clientèle. J'aime beaucoup le contact avec la clientèle. J'aime beaucoup le fait de savoir que les gens utilisent mes produits. J'aime beaucoup le fait de savoir que c'est différent des autres parce que ça m'attouche. Et pour revenir à comment je suis entrée dans l'agriculture, et donc, quand je voulais absolument entrer dans cette grande enseigne de supermarché, parce que je me disais, bon, là où je livrais, c'était déjà grand. Je me disais, avec eux, en plus, dans ma poche, ça va être waouh, quoi. Donc, quand ils m'ont dit non, les produits viennent de France, blablabla, ils ne vont pas prendre mes produits, mais je peux proposer la nourriture, j'ai dit, voilà, ça c'est un signe. C'est le ciel qui me dit qu'il faut que tu te lances dans l'agriculture, et ça fait en sorte que tu entres là-bas, ça fait en sorte que tu gardes toujours une proximité avec la clientèle, ça fait en sorte de X, Y, Z. Donc, c'est ça l'élément déclencheur. Et aujourd'hui, où tu es rangé dans ton business, 2 questions. Déjà, tu as quel portefeuille de clients? C'est-à-dire, est-ce que tu vas me dire, OK, là, j'ai peut-être 8 enseignes que je livre. Pas enseignes, mais 8 emplacements de supermarché que je livre. Et aussi, est-ce qu'aujourd'hui, en termes de chiffres, tu arrives à dégager des chiffres qui seraient équivalents à ton salaire que tu avais, ton plus gros salaire que tu avais en tant que... Non, pas aux États-Unis. Le plus gros que tu as eu. Non. C'est pas équivalent. Je crois que tu voulais dire équivalent au salaire du Cameroun. Non. Plus que le salaire du Cameroun. Non, aux États-Unis. Ah non. Cameroun, c'est... non, ça n'atteint pas encore. Ça n'atteint pas encore le salaire des États-Unis. Par contre, pour la première partie de la question, l'avantage avec les supermarchés, c'est que quand tu peux avoir un client, mais ton un client, c'est beaucoup de clients. Si ça a un sens. Donc, ça fait en sorte que j'avais un seul client, mais mon un client a 18 succursales. Et je ne livrais pas aux 18 succursales, je livrais à 7 succursales. Mais pour moi, c'était déjà énorme. C'était même déjà... C'est du revenu qui est récurrent. Oui, et c'était même déjà plus que je ne pouvais, parce qu'à l'époque, j'avais juste 2 personnes pour m'aider. J'ai dû prendre une 3e personne et tout. Donc, c'était déjà un surménage, juste pour 7. Donc, à matin, je me disais, mais le jour où les 18 s'ils vont commander, je vais faire comment? Donc, en termes de clients, oui.
j'ai cet avantage-là que quand tu gères les supermarchés qui sont un peu partout, tu as beaucoup de clients. Tu as un client, mais tu as beaucoup de clients. Ouais. Voilà. J'ai aussi commencé avec un nouveau client à Yaoundé, justement, qui lui a une seule succursale à Yaoundé. À Douala, j'ai aussi un autre client qui est un plus petit supermarché. Lui, il a 4 succursales. Donc, voilà. Et puis, on en peut voilà, parler aussi pour aussi bientôt. pour rentrer chez nous. Très bientôt, j'espère. Je vais signer ce contrat. Voilà. Donc, ça, c'est la première partie de la question. Maintenant, la deuxième partie sur le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires est très intéressant. C'est un chiffre d'affaires qui permet de couvrir les charges, de réapprovisionner et même d'explorer comment mieux faire ce que je fais. Exactement. Donc, j'étais en Inde dernièrement en juin. J'étais allée regarder les machines et tout. Donc, c'est un bon chiffre d'affaires, mais je ne peux pas mentir que c'est mieux que ce que je gagne aux États-Unis. Mais surtout que tu es en développement, donc voilà, surtout que je suis en développement. Donc, tout ce que je gagne, j'essaye de remettre, j'essaye de concentrer mes efforts pour que ça marche et pour que je puisse avoir encore beaucoup plus de clients. Parce que l'avantage ou le désavantage, je ne sais pas, quand on a des nouveaux clients, c'est que chacun a ses exigences. Il y a des personnes qui vont te dire, bon, moi, dans mon supermarché, je préfère que ce soit comme ça, je préfère comme ci et tout, mais il faut avoir la capacité, les ressources, et le fait aussi qu'on ne te paye pas directement, il faut avoir la capacité de faire de grosses livraisons. Tu peux livrer 10, 15, 20 cartons de quelque chose, on te paye dans 3 mois, dans 4 mois, et tu dois continuer à fonctionner. Tu ne vas pas attendre 4 mois pour fonctionner. Peut-être pour ceux qui nous suivent là, je vais même revenir sur ce problème de payer dans 3 mois, 4 mois. C'est vrai que c'est des trucs que nous aussi on applique. Pas quand même 3 mois. 3 mois, c'est quand même beaucoup. Oui. Mais est-ce que vous, en tant que fournisseur, ça ne vous pose pas vraiment un sérieux problème? Oui et non. Oui et non, parce que je vais parler pour moi particulièrement. Ouais. Quand j'ai commencé ce business, mon premier fournisseur là, qui avait refusé de me fournir, lui, il m'avait tellement découragée. Il me disait que non, les délais de paiement, c'est monté, c'est descendu. Moi, ça ne m'a pas découragée, j'ai continué dans ça. Mais souvent, c'est parce qu'ils n'ont pas de fonds de roulement. Mais lui, là, parce qu'il importe et on vient prendre en cash. Donc, je suis sûr qu'il a le fonds de roulement. Je pense que c'est la tracasserie, l'administratif. Il faut envoyer quelqu'un suivre ton paiement. Peut-être on va te payer par chèque. Lui, il veut qu'on paye son argent cash. Et c'est des gros montants. Hein. Quand les grossistes viennent payer chez lui, là, c'est des gros montants en millions qu'on paye cash. Donc bref, il faut dire qu'il m'avait découragée. Ma banque même m'avait découragée en me disant que, bon, les paiements, là, ça peut prendre du temps et tout le reste. Mais moi, je me suis obstinée. Pour revenir à la question de est-ce que ça me pénalise en tant que tel? Non, ça ne me pénalise pas, mais parce que j'ai diversifié mes sources. Parce que en parallèle de ça, je suis lancée dans l'agriculture, je me suis lancée dans le cacao, je me suis lancée dans... Donc, c'est toutes ces choses-là qui font en sorte qu'aujourd'hui, l'aspect commerce ou livraison et tout n'est pas un aspect qui fait en sorte que si c'est fragilisé, le mois est fini, quoi. Parce qu'il y a plusieurs autres sources de revenus. Mais je peux comprendre comment des fournisseurs qui ne font que ça. Admettons une dame son travail, c'est juste livrer les croquettes ou juste livrer les chips. On se comprend, donc que ce n'est que ça. Et c'est son plus grand client. Si tu ne payes pas, tu la fragilises. D'ailleurs, oui, tout à fait. Moi, par exemple, j'avais justement ma fournisseuse de chips, là. Et puis, on avait des gros besoins en chips. Oui. Sauf que... Elle n'avait pas le cash. Non, ça fonctionnait très bien. Mais sauf que quand l'école est terminée l'année passée, on a eu des ruptures en termes de besoins parce que nous, on vend beaucoup d'écoles. Ah, donc, du coup, on a arrêté de commander chez elle. Oui. Moi, on l'a relancé récemment. Elle a dit qu'elle avait fermé. J'étais comme... Comment elle a fermé? Peut-être elle a fermé pour d'autres raisons. Elle ne peut pas fermer pour ça. Non, mais c'est Mais est-ce qu'elle va fermer parce que vous ne commandez plus chez elle? Oui, elle a dit qu'elle a arrêté l'activité. Oui. Non, mais sérieux. Parce qu'après, nous, on avait des gros besoins. On commandait quasiment, bon, gros, ça reste relatif, là, mais on commandait 1000 paquets par semaine. Ok, il pouvait se chiffrer dans les combien? Par mois, vous pouvez lui faire un chiffre d'affaires de combien? Oui, ça fait 4000 paquets. Le chips, c'est 100 francs. Ouais. Donc, 1000, ça fait quoi? 10 000. Donc, 4000, ça fait 40 000. Oui. Mais elle a dit que bon, on ne commande plus. Et puis, elle ne veut pas faire ça pour vendre au détail. Et puis, voilà. Elle a arrêté. Alors, juste pour te dire à quel point certains font vraiment leur entreprise basée sur une opportunité qu'il a. Et puis, le jour où l'opportunité n'est plus là, elle arrête, quoi. Mais non, you shouldn't. Non, c'est justement, je pense que c'est parce que je voulais même pas entrer dans cette catégorie-là que moi, j'ai toujours été on the go, quoi. Dès que je suis entrée dans ce domaine, je me suis dit, il faut d'autres clients. Après, je me suis dit, il faut d'autres domaines. Après, je me suis dit, donc, je suis toujours on the go. Exactement. Pour éviter ce genre de cas. Mais il faut, comme vous avez recommencé à commander, non, là, il on faut va la faire relancer. les chips nous-mêmes maintenant.
Comme ça, vous êtes sûr que vous n'allez pas fermer. Non, parce que moi, je trouve que le business model des chips, en tout cas, la façon telle qu'il est fait au Cameroun, c'est pas porteur, en fait. Parce que tu livres un produit pour lequel il n'y a pas vraiment de valeur ajoutée. C'est-à-dire, moi, dans mon supermarché, j'ai beaucoup de fournisseurs de chips qui ne mettent même pas... Il n'y a pas de valeur ajoutée sur le packaging, etc. Ils font vraiment les chips, ils mettent des papiers transparents, ils apportent ça. Mais en réalité, la barrière à l'entrée dans ce marché-là n'est pas énorme. Parce que les chips, tout le monde peut en faire. Bien sûr, tout le monde peut en faire. On peut en payer en route. On peut en payer en route et tout le monde peut. Donc moi, dès que j'ai un peu l'opportunité d'acheter une machine qui va me découper les plantains de façon industrielle et de faire ça, tous les fournisseurs, moi, je vais les lâche. Et c'est ce qui se passe. Mais tu as trouvé en Chine? Tu n'as pas trouvé des machines en Chine? Si, j'ai trouvé. Mais j'ai trouvé une machine locale au Cameroun même. Oui, après, en Chine, moi, je vais pour vrai. des machines qui sont un peu grosses, mais une machine qui découpe les plantains. Il y en a beaucoup ici. 150 000, 200 000, tu peux en avoir. Oui, effectivement. Non, je suis complètement d'accord. Il y a des trucs qu'on peut faire soi-même. Mais surtout, ça te permet de maintenir, de garder la main sur... Garder la main, Oui. avoir plus de marge aussi. Parce que quand tu achètes des chips, par exemple, tu as un fournisseur, tu vas négocier avec lui 80 francs, 85 francs, C'est le chips vrai. que tu vas vendre à 100 francs. Quand tu vas le faire toi-même, Tu as plus de marge. tu as plus de marge. Non, je te comprends. Et pour revenir à l'histoire de la dame, je pense que j'ai un peu vécu ça, mais d'une autre manière. Parce que je me rappelle, dans ma première livraison, on m'avait demandé des bougies. Donc, j'avais, true story, j'avais fait fabriquer des bougies et des cartons de bougies. Donc, j'ai ma marque de... C'est ma marque de bougies que j'ai lancée, en fait, à cause de mon client. Demande, ouais. Voilà, donc des cartons avec mon logo. Je me fais un photoshoot et tout. Les bougies sont passées. Première commande, ça va. Deuxième commande, ça va. Troisième commande, quand la liste des choses vient, il n'y a pas bougie dedans. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire de tous les cartons de mes bougies? Qui va me prendre ça? Exactement. Je commence à aller chez d'autres clients. Ils sont intéressés par X, Y, mais personne ne regarde le côté bougie. Parce que mes bougies, bon, bien évidemment, il y a mon logo, il y a mon branding, c'est plus cher. Ça peut pas être comme les bougies du quartier ou de la boutique. Donc, voilà. Donc, les gens me disent que qui achète d'abord les bougies jusqu'à on va payer les bougies chères chez toi pour venir vendre et tout ça là. Donc, à force de marcher, j'ai vu que les supermarchés, eux, n'étaient pas intéressés pour ça. Mais j'ai pas laissé. Non. J'ai mis sur Facebook, j'ai créé ma page Facebook, j'ai commencé à vendre mes bougies aux particuliers. J'ai dit que je vais sauf que vendre. Ouais. Je vais sauf que vendre mes bougies et les gens vont acheter. Donc maintenant, c'est devenu un business que je ne vends pas en mainstream parce que je ne trouve pas de personnes très... Mais il y a des gens. Il y a des gens qui me commandent un paquet, les deux paquets, les trois paquets. Le temps que tu écoules, en fait. Ouais, le temps que j'écoule, mais même que je me dis... Parce que là, maintenant, je ne suis pas très concentrée sur ça, mais je me dis, quand je vais m'asseoir, me concentrer sur ça, je peux penser à cette filière, je peux penser à faire des choses et tout. Je pense qu'on est trop limité. On se dit toujours que le premier non, c'est un non définitif. Je pense que le problème qui s'est posé dans ton cas, c'est juste une question de clientèle qui est différente. C'est ça. Dans le sens où les supermarchés, en fait, c'est petit secret-là. En fait, les supermarchés ne veulent pas faire d'efforts en général au niveau de la vente. Ils veulent que ça se vende seul. Il faut que les gens qui viennent... Et il y a des produits spécifiques du quotidien qui n'ont pas ces problèmes-là et que les gens achètent en général qui sont moins chers. Comme par exemple, on a parlé des chips aujourd'hui. Bien sûr. Si quelqu'un vient me faire... Je sais qu'il y a des chips là, par exemple, de Njoka. On va dire Njoka. Okay. Oui, on m'a parlé de ça, mais je ne vois pas ça dans les supermarchés. Mais moi, je comprends pourquoi. Moi, je comprends pourquoi on n'en vend pas ici même d'ailleurs? Vous faites le boycott? Peut-être vous boycottez les autres entrepreneurs. Mais pourquoi? Comment un jeune entrepreneur vend ses chips, vous ne vendez pas ça? Tu as dit que tu ne vois pas ça dans les supermarchés, non? Pourquoi, à ton avis? Moi, je ne sais pas. Mais moi, si je me place à la place d'un supermarché, je sais qu'à un moment, on était en contact avec son équipe, avec l'équipe qui fait Njoka, et on leur avait demandé le dépôt-vente. Qui est bien. De mettre en dépôt-vente, mais je pense qu'ils avaient été réticents par rapport à ça. Et nous, en tant que supermarché, moi, je n'aurais pas pris le risque de l'acheter pour le revendre. Tout simplement, pourquoi? Parce que c'est une question de clientèle. Okay? Les chips que je vends à 100 francs, sincèrement, tout le monde, ça sort en fait. Parce que déjà, le pouvoir d'achat est bas. Et tout le monde est habitué à acheter ça. Pareil pour les bougies qu'on va vendre à 125, ça va sortir, les gens coupent le courant, les gens vont utiliser les bougies. Maintenant, si tu fais un produit dans cette catégorie-là qui est premium, bon, ça veut dire que finalement, tu ne vends plus seulement le produit, tu vends ta marque. Et donc, tu es en train de demander au supermarché de prendre le risque de ta marque, en fait.
Non, je comprends. Et si tu n'as pas bien fait ton taf de marketing, c'est un produit qui ne va jamais sortir. Ça ne sort pas. Et donc, c'est pour ça que le supermarché, si par exemple, c'est pour ça qu'à un moment, ils ont dit que, écoute... Les bougies, là. Fais ton travail. C'est pas nous qui allons faire ton travail pour toi. C'est exactement ça. Non, c'est vrai, vu comme ça. Et pour compléter cette réflexion-là, les supermarchés, si à un moment, ils peuvent fabriquer les produits qui se vendent rapidement, là, comment ils vont le faire? Ce n'est qu'une question de moyens. Je veux dire, c'est pour ça que je dis les chips. Moi, entrepreneur, je ne peux jamais me lancer dans les chips. Pourquoi? Parce que je sais que tous les supermarchés qui sont sérieux, ok, vont créer leur petite structure là pour fabriquer les chips. La compétition sera trop rude. Et surtout qu'ils ont beaucoup de capital. C'est trop fragmenté. Non, je comprends. Et pareil, les savons, les bougies, les trucs comme ça, tous ces gars qui sont sérieux, dès qu'ils ont un peu de moyens, ils vont le faire. Parce que ce pas des produits qui sont difficiles à fabriquer. C'est des produits qui se vendent facilement. Pourquoi ils laisseraient le marché à d'autres? Pourquoi ils vont laisser d'autres faire ce qu'ils peuvent faire eux-mêmes? Exactement. Non, c'est vrai. Et ça me rappelle aussi le sel de mer, qui est aussi un produit que je commercialise. Bon, le sel de mer, à la base, j'ai toujours aimé utiliser le sel de mer. Sel de mer pour me... C'est le sel qu'on appelle sel entier, là? Non, c'est du sel qu'on utilise pour laver les pieds, pour lever les peaux mortes, pour hydrater la peau, des choses comme ça. Donc, j'ai toujours été fan de sel de mer et j'ai toujours trouvé que le sel de mer en supermarché coûtait trop cher. Donc, quand j'ai commencé à faire des livraisons chez mon client, au supermarché, vu que je suis quelqu'un qui ne dort pas, moi-même, j'ai commencé à chercher ce qu'ils n'avaient pas pour leur proposer. Je commençais à dire que, bon, je remarque que vous n'avez pas tel produit, vous n'avez pas tel produit, vous n'avez pas. Et le sel de mer, c'était donc un produit que je ne voyais pas très présent et tout. Donc, j'ai commencé à obtenir la documentation qu'il faut pour fabriquer la norme et tout le blablabla, commencer à faire le sel de mer, et tout ça. J'ai commencé à livrer. Ils étaient intéressés. Sauf qu'en vendant, on s'est rendu compte que ça sortait lentement. Pourquoi? Pouvoir d'achat. Même chose. Mon packaging était tellement beau et chic, mais ça coûtait tellement cher qu'à la fin, le prix même du sel de mer était élevé. C'est ça qu'on vend le sel à côté. Oui, voilà. Donc, les gens ne s'en sortaient pas, les gens ne payaient pas et tout. Et donc, moi, ils m'ont dit non, on ne va plus commander le sel de mer. Je n'ai pas lâché. J'ai dit non, vous allez commander le sel de mer, mais je vais changer le packaging. Je vais faire ça moins cher, je vais changer les formats, je vais changer ça, je vais changer si j'ai tout changé. Maintenant, ça sort. Maintenant, c'est un des produits qu'on commande le plus chez moi. Ah bon? Donc, oui, le sel de mer. Tu peux nous livrer ça aussi? Le sel de mer dans des petits formats, vraiment de 500 000 francs, des petits formats. Mais est-ce que les gens comprennent la différence? La différence entre le sel normal et le sel de mer? Oui, les gens comprennent la différence. Les gens qui achètent le sel de mer, ils savent. Parce que je suivais un podcast, justement... Oui, les gens confondent le sel de mer et le sel de cuisine. Non, c'était un podcast d'Agent Livre. Agent Livre, c'est un entrepreneur aussi. Bon, en tout cas, je suivais un podcast sur sa chaîne. Oui. Et puis, il a invité un docteur en diététique, un truc comme ça. Et puis, il parlait justement du sel de mer versus le sel normal. Oui. Et il disait que ce sel-là, il parlait pour la cuisine en plus, que ce sel-là a beaucoup plus de minéraux, de nutriments. Et que le sel qu'on utilise en général est vitalisé. Ils appellent ça dévitalisé. D'accord. Oui, je comprends. Ouais. Par contre, petite nuance, moi, le sel de mer que je commercialise, parce que je mets des huiles essentielles à l'intérieur, c'est pas comestible du tout. C'est pas pour la cuisine. Okay. Non, vraiment pas. J'ai même écrit, parce que je me suis dit qu'il faut pas que quelqu'un vienne me porter plainte un jour qui s'est intoxiqué. J'ai mis derrière mes boîtes, que je vais apporter à Ombé aussi, pour que tu regardes. J'ai mis derrière là, à ne pas consommer. Do not eat. J'ai même mis en anglais aussi que là. Si quelqu'un ne lit pas le français, que la personne lise l'anglais, non, parce que je mets des huiles essentielles pour parfumer. Okay. Donc, le concept de mon sel de mer, c'est sel de mer, huile essentielle, eucalyptus, huile essentielle, menthe et tout le reste, pour justement parfumer, pour aider contre les odeurs corporelles, pour aider à enlever les peaux mortes, pour faire des bains de pieds. Donc, c'était plus dans l'optique de relaxation et bien-être, quoi. Vraiment, rien à voir avec... Quand toi, tu introduis un produit comme ça sur le marché, est-ce que tu vas faire une action marketing à côté particulière pour faire connaître? Oui, très honnêtement, je travaille sur ce volet-là. Parce que je me suis rendu compte que, vu que, comme un client, c'est plusieurs clients, souvent tu t'assois
Parce que tu te dis, bon, je livre déjà à 7, 8 succursales. Est-ce que j'ai encore besoin de m'agiter partout et tout ça là? Mais c'est après que je me suis ressaisie. J'ai dit, non, j'ai besoin de m'agiter partout. J'ai besoin de faire mon branding. J'ai besoin de me vendre. J'ai besoin de... Voilà. Donc, c'est pour ça que, malheureusement, pour moi, bon, pas malheureusement, parce qu'elle est aussi très brillante, la personne qui travaille avec moi. Mais la personne la plus proche de mon assistante, en fait, est excellente dans plusieurs côtés du travail, mais pas forcément le marketing. Non, attends, je vais reformuler ça parce qu'elle va suivre. Attends, mais juste comment? Elle va suivre ça. Je vais démissionner. Bon, ok, je sais comment je vais mettre. Bon, j'ai pensé à faire mon branding, mon marketing. Je travaille sur ça. Présentement, dans mon équipe, je n'ai pas de personnes formées en marketing et en branding, ce qui fait en sorte que j'ai dû chercher à obtenir... Tu peux venir me voir, hein. C'est une perfect. Ouais, tu peux on peut parler voilà, de ça. donc on peut parler, voilà. On peut parler de beaucoup de choses. Mais ma question était plus, oui. n'était pas dans le sens de marketing de ton entreprise. C'était dans quoi? C'était dans le sens du marketing de ton produit. Tu déposes un produit dans le supermarché. Oui. Peut-être il a de la difficulté à sortir parce que les gens ne connaissent pas. Prenons par exemple le sel de mer. Oui. Moi, j'achète ton sel de mer à Oumbé. Oui. Bon, mes clients peut-être ne savent pas trop c'est quoi, comment l'utiliser. Est-ce que tu vas faire une action marketing pour pousser les ventes de ce sel-là? Une action marketing en ayant des hôtesses dans le supermarché par et exemple. Tout ça, oui. Oui, je pense à ça. Okay. Je pense à ça. Je pense vraiment à ça. C'est vrai que dernièrement, j'ai beaucoup voyagé. Je n'étais pas sur place. Mais depuis que je suis rentrée, j'ai vraiment réorganisé beaucoup de choses autour de mon staff, autour de mon équipe et tout. Parce que je me suis rendu compte que tout le monde que j'avais autour était opérationnel pour les livraisons, pour les factures, pour les commandes et tout. Mais j'avais pas... C'était moi le mind de mon entreprise. Ouais. La partie conceptuelle, en fait, tu le faisais encore de tout mais toi-même. Quand je dis quand c'est vraiment tout le mind de l'entreprise, donc tout ce qui est logo, design, étiquette, couleur, tout ça. Tout ce qui est page Facebook, tout ce qui est Instagram, tout ce qui est... Et après, ça a commencé à peser sur moi. Je me suis rendu compte que quand je voyage comme ça, je pars 2 semaines, 3 semaines, je suis à gauche, à droite, toute la partie là meurt. Les opérations continuent, hein. Mes clients qui commandent sont livrés. Ça ne change pas. Ça, c'est de l'exécutif. Oui, de l'opérationnel. L'opérationnel n'est pas affecté, mais la partie autre est très affectée. Et c'est quand je me suis rendu compte de ça que j'ai dit, bon, I need to hire. Je dois commencer à penser au suivi. OK, qui va faire le contact, le service clientèle après, c'est-à-dire quand les clients ont peut-être des questions, comme tu disais, qui va aller parler de ma marque, peut-être même dans des chaînes radio, peut-être, en fait, qui va exposer ma marque. Parce que effectivement, je connais beaucoup de personnes qui ont peut-être des émissions dans des trucs télé, dans des radios et tout, mais que j'ai pas exploité parce que quand je vois que tout ça va encore tomber sur moi, je me dis, je vais m'en sortir, je vais m'en sortir. Mais c'est ça, c'est un truc sur lequel je travaille. C'est mon plus gros challenge, très sincèrement, maintenant, c'est ça, et c'est ça qui est sur ma table. How to brand, market, vendre mon produit, accompagner les supermarchés dans la vente de mon produit et faire le suivi avec ma clientèle. C'est sûr qu'en tant que supermarché, pour moi, c'est super important. Oui. Parce que je vois beaucoup de fournisseurs qui viennent mettre des produits qui ne sont pas connus. Par exemple, récemment, on a eu un fournisseur qui est venu nous proposer des saucissons poissons. Ça a l'air bon, ça. Oui, ça a l'air bon. Mais tu as essayé? Non. Mais, moi, en tout cas, j'ai essayé. Vous vendez les choses, vous n'essayez pas? Non, excuse-moi. Je n'ai pas payé le produit, mais j'ai fait la dégustation pour mettre sur le marché. Et c'était bon. C'était bon, d'accord. Sauf que ces saucissons poissons sont beaucoup plus chers que les saucissons normaux. Ce qui est vrai. Oui, avec raison. Avec raison. Donc, et la clientèle ne le sait pas. La clientèle n'a pas goûté. Donc, fait que s'il n'y a pas une action marketing qui est menée par ce fournisseur-là qui incite des gens à goûter en fait les saucissons sur place, ils ne vont pas acheter. Les gens ne vont pas. C'est ce qui s'est passé. On a mis ces saucissons et puis ça a fait 1 mois. Bon, 1 mois non. 2-3 semaines, ça sortait très très peu. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Du coup, on lui a demandé de faire une action. De faire une action marketing. Et il a fait commerciale. Oui, on est en train de faire ça. Très intéressant. Mais beaucoup de fournisseurs ne pensent pas à ça. Oui. Surtout les fournisseurs qui vont faire justement sur des produits qui sont atypiques, qui veulent véhiculer une marque, qui ne sont pas des produits que tout le monde prend comme ça. En général, il faut accompagner ça d'une action au début. D'une action marketing. Oh, j'adore ce... Voilà, donc on apprend tout le temps. Et je sors de ça très enrichi. C'est pas la charge du supermarché. Non, c'est pas la charge du supermarché, clairement. Non, c'est vrai. C'est très vrai. C'est vrai ce que tu dis
Et je pense que c'est un challenge pour nous, les fournisseurs, de vraiment faire aussi des actions marketing, pas juste s'assurer. Parce qu'il y a beaucoup de logistique, hein, tu sais, Oui, il y a beaucoup de importation, logistique. emballage, Ouais. étiquetage et tout ça. Donc, soit tu te perds dans la logistique, tu oublies même, Qu'il faut vendre. il faut vendre, c'est ça. Ce n'est pas seulement recevoir le conteneur emballé et vendre. Il faut vendre, il faut t'assurer que le client... Voilà, donc c'est vrai. Je suis complètement d'accord avec. Donc, maintenant, je veux revenir sur l'agriculture parce que ça, c'est un sujet qui est quand même assez énorme. Ah oui, c'est très énorme. Il y a beaucoup de... Tu sais, l'agriculture, c'est devenu le business que les gens de la diaspora rentrent au pays pour essayer. Même, il y a même certains qui font un pays, ils restent en Europe ou aux États-Unis, disent qu'ils ont leur champ au pays, les gens vont gérer. Et bien souvent, ils se cassent la gueule. Il y a des histoires horribles des gens qui sont fait voler quasiment tout un champ. Tout un champ. Non, mieux encore, moi, c'était juste quelques trucs, mais tout le champ. J'ai même vu une vidéo où le gars disait que c'est bizarre. on a tellement volé qu'il a appelé... Non, c'était pas une vidéo, c'était une personne que j'ai interviewée. Il me disait que la première fois, lui, c'était dans l'élevage. Il me dit qu'on a tellement volé qu'il a appelé le gardien. Il a dit au gardien que, pardon, prends les restes des porcs, tu rentres avec, Dieu va te punir. Oh mon Dieu, mais c'est pas drôle ça. Et puis après, il m'a dit donc, on a tellement volé ces porcs qu'il a offert les porcs. Oui, il a dit que donc, il était tellement découragé. Que Dieu va me venger. Le pauvre. Et finalement, Dieu ne l'a même pas vengé. Dieu ne l'a pas vengé, il a tout perdu encore. Donc, toi, c'est quoi les réalités de ce business d'agriculture au Cameroun? Voilà. Donc, comment je suis entrée dans l'agriculture? On a un peu effleuré ça tout à l'heure. C'est parce que j'ai eu une demande pour ce genre de produit. Quand le supermarché m'a dit, l'autre supermarché, pas mes clients, ils m'ont dit, on n'est pas intéressé par tes produits, mais on veut, si tu as des choses à manger, apporte. Alors, je me suis dit, bon, je n'ai pas, mais je vais trouver. Je n'aurais pas dit ça comme ça. Je leur ai dit que je reviens. Mais moi, dans ma tête, j'ai pensé ça. Donc, ce que j'ai fait, je me suis associée avec quelqu'un qui avait déjà un champ. Pour ne pas avoir à investir. Même pas que ne pas avoir à investir, parce que faire un champ, ça prend du temps. Bien sûr. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça prend de tout ça. Et moi, je n'avais pas de champ. Donc, j'ai trouvé un autre partenaire. J'ai dit, bon, voilà, moi, j'ai les deals, j'ai le réseau pour les livrer dans différents supermarchés à Yaoundé, à Douala. Ils m'ont commandé environ telle quantité de ça. Donc, viens avec ton champ. Toi et moi, on s'associe. Il me dit, bon, mon champ, tu sais, ça me donne même les maux de tête. Je n'ai même plus envie de ça. Je vais me débarrasser. Parce qu'effectivement, il avait des problématiques de telles que ces produits ces produits pourrissaient même souvent au champ. Ou bien, parce que c'est ça aussi, c'est une petite parenthèse, mais très important. Souvent, tu peux avoir le champ, mais parce que tu n'as pas le moyen d'écoulement, tu restes avec tes produits. Ou bien tu vends tes produits à vil prix. Souvent, ils vendaient des ananas à 100 francs la tête et tout. Oui, si tu n'as pas la logistique nécessaire, pour écouler. Voilà, donc je suis obligée de prendre... Tu as toutes ces richesses-là, mais après, tu fais quoi de ça? Tu prends, tu vends à n'importe qui, tu vends au marché, tu vends... Donc, il était dans ce cycle-là où il perdait. Ouais. Il avait tout ce champ qui marchait et tout, mais il perdait parce qu'il n'y avait pas le moyen pour vendre. Et moi, j'étais dans le cycle où j'avais toute cette demande et je n'avais pas le champ. Yeah. Donc, quand on s'est mis ensemble, c'était match in heaven, quoi. On s'est dit, bon, on va faire ça marcher. Notre partenariat était de telle sorte que moi, j'ai investi et je suis devenue maintenant la gérante parce que lui, il voulait plus. Quand je suis venue le trouver, il était vraiment bon. Quand on dit que quelqu'un veut démissionner, la Claire a dit que moi, elle ne veut même plus le champ ici. Ouais. Donc, je suis le seul espoir qui a rattaché encore. Je me suis dit, en lui. Donc, tu as investi dans son entreprise et tu as pris le contrôle. Voilà, et j'ai pris le contrôle. Mais il restait toujours avec que c'est son champ. On ne peut pas enlever ça à quelqu'un. Voilà. Donc, je n'ai pas volé son champ. Et pardon, Dieu ne va pas me punir. Dieu ne va pas le venger parce que je n'ai pas volé. Et donc, j'ai commencé à gérer. Je commençais à gérer les employés. Gérer le champ. Gérer les entrants, les fertilizers qu'il faut mettre, l'emploi du temps, tout le tralala. C'était difficile. C'était difficile pour plusieurs raisons. Moi, je m'attendais à venir trouver un fonctionnement où je vais partir déposer chez mes clients. Right? Non, je me retrouve dans un fonctionnement où même les produits que je pensais que j'allais porter là sont pas comme je pensais, en fait. Comment ça? Dans le sens où les hommes qui travaillent derrière, c'est le suivi qu'il faut faire. Donc, le champ n'a pas de problème. La terre, c'est une richesse. Ça, c'est clair. Les produits, ça sort bien. C'est beau. Les jolies tomates, les jolies ananas. Tout ça, c'est parfait.
Mais les maux de tête qu'il faut pour suivre les employés qui doivent récolter, qui doivent... you know what I mean, Oui, right? c'est une entreprise. C'est en ça, fait. c'est toute une autre c'est entreprise. Mais moi, je n'avais pas capté ça. Moi, j'avais juste capté, je vais venir avec le camion, on va charger des choses, je vais aller livrer. Je n'ai pas capté que même les gens qui... Les process et tout ça. Le process, les gens qui sont sur place, il faut les suivre. Si j'ai besoin de tel régime de plantain, il faut que je m'assure qu'ils ont vraiment coupé tel régime de plantain, que ça n'a pas disparu du champ. Donc, tout ça là, tout ça. Et qu'il faut être sur place. C'est très important avec l'agriculture. Tu ne peux pas donner les ordres à distance. Tu ne peux vraiment pas donner les ordres à distance. À un moment, moi, j'étais focalisée sur il faut m'envoyer, je ne sais pas, 50 kilos de ça, 20 kilos de ça, tel. On m'envoyait ça du champ, ça venait chez mon client. Avec les kilos en moins. Non, on m'envoyait des bons kilos, tout arrivait. C'est après, maintenant que je me rends compte que quand ils envoient comme ça, là, il y a toute une autre partie qu'ils envoient ailleurs chez eux. Donc, ils enlèvent, ils sortent plus du champ que ce que tu as demandé. Exactement. Donc, toi, tu as demandé quantité X. Les gens ont sorti quantité, peut-être 3 fois même la quantité que tu as demandé. Donc, toi, tu prends tu vois un peu ce que je veux dire, tu prends peut-être un quart de ce que toi, tu veux pouvoir à ton client, mais les 3 autres quarts de ce qui sort de ton champ, ça part, tu ne sais pas où. Ça part dans les poches des autres personnes. Donc, les gens se font même plus d'argent sur ton champ que toi-même. Donc, c'est ça le challenge. Horrible. C'est ça le challenge. Et comment tu vas te rendre compte de ça? C'est seulement quand tu arrives sur place. C'est quand tu arrives sur le terrain, tu vois comment il y a plusieurs têtes de plantain qui sont coupées. Tu dis, mais toute la section, si on a coupé le plantain seulement pour avoir... On te dit que oui, c'est ta commande que tu as passée l'autre jour, là. C'est la commande que tu as passée. Je dis, mais non, mais moi, j'ai commandé peut-être, je sais pas, 20 têtes de plantain. Mais je vois qu'il y a tous les bananiers sont déjà coupés. Ça veut dire qu'il y a un problème. C'est plus de 20 têtes. Il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr pour comprendre. C'est des petits trucs. C'est quand tu passes sur le terrain, tu comprends. Tu comprends que tes choses là... Tu comprends que tu es en train de grignoter ton propre gâteau, si on peut dire ça comme ça. Donc, tu es en train de manger un peu seulement de tout ce qui te revient. Et les autres sont en train de manger tout le reste. C'était ça la difficulté avec l'agriculture. Et comment tu gères dans ça, en fait? Bon, j'ai dû me rapprocher des gens qui sont déjà dans l'agriculture, commencer. Et surtout que mon projet actuel, c'est dans le cacao. Donc, j'ai obtenu une licence d'exportation j'ai fait le processus, j'ai obtenu une licence d'exportation de cacao parce que j'ai un parent qui a une plantation de cacao. Donc, quand j'ai combiné tout ça, je me suis dit qu'il faut absolument que je me forme dans l'agriculture. Parce que déjà, le champ, si ça ne me dépasse, je vais encore ajouter une plantation de 200 hectares de cacao. Je ne vais pas m'en sortir. Donc, il faut que je me forme. C'est comme ça que je me suis rapprochée des personnes qui ont beaucoup d'expérience dans l'agriculture. Je me suis rapprochée des ingénieurs agronomes. Je dois me faire des rapports du champ, des rapports de meilleurs process, comment il faut faire et tout le reste. J'ai commencé à faire des descentes plus souvent. Je suis tout le temps à Yaoundé. Je suis même plus à Yaoundé qu'à Douala. Voilà, je commençais à faire des descentes. Je commençais à me documenter, à rechercher, à même m'instruire en ligne. Mais vraiment sur la partie gestion du management du staff agricole, en fait. On met l'accent sur ça. C'est pas le champ n'est pas un problème, la plantation n'est pas un problème, la terre n'est pas un problème, mais la gestion des gens qui travaillent dans ce type d'emploi. Parce que quand on sort des profils comme les nôtres, on est habitué à gérer, tu gères peut-être des stagiaires, tu gères peut-être des analystes, des financiers. Tu vois, les gens qui ont déjà un minimum de base, c'est plus facile de les gérer. Quand tu commences à gérer les ouvriers, là, exactement, tu te rends compte que vous n'avez même pas la même base. Donc, pour commencer, c'est compliqué. Je pense que c'est l'un des premiers problèmes que moi j'ai eu aussi avec le supermarché. C'est parce que justement, moi j'avais l'habitude de gérer des gens qui ont un certain niveau. Des ingénieurs. Ouais, je comprends. Tu gères les ingénieurs, les gars, ils comprennent un peu, voilà. Mais quand la majorité de ton équipe, c'est des gens qui sont, mettons, diplômés BPC, maximum bac, c'est un autre type de gestion. C'est compliqué. C'est très compliqué. C'est plus complexe. Ouais. Effectivement. Donc, mais à la fin, quand tu trouves le bon moyen, tu trouves le bon filon, tu commences à t'instruire, tu t'entoures des bonnes personnes et tu essayes de relativiser les choses, ça devient plus facile, quoi. Je sais que c'est très compliqué, en fait. C'est très compliqué parce qu'il faut vraiment repartir dans les bases. Et là, ce que je me suis dit, c'est qu'il me faut créer un système de telle façon que le système fait 70% du travail. Et finalement, les hommes
Ils font le 30% restant, non? Là où, quand tu as une équipe... Parce que là, comme j'ai 2 entreprises, ben, il y a le supermarché que je gère, mais il y a aussi mon équipe marketing digital. Et avec eux, j'ai des gens comme ingénieurs, gestionnaires de projets. Et là, je crée des SOP, mais il y a quand même une marge de manœuvre qui font qu'eux, ils peuvent apporter l'input en termes de savoir. Là où, au supermarché, ben, ce modèle-là, il fonctionne un peu moins. Il ne fonctionne pas Il du faut tout. vraiment que ton système, comme je dis, règle 80% du travail. Et puis, eux, ils vont juste régler. En fait, tu dois arriver au point où si quelqu'un fait mal le taf, tu te dis que c'est la mauvaise foi. Oui, non, je comprends. Donc, tu as tellement comme simplifié la chose C'est vrai. que la seule façon que quelqu'un fasse mal le taf, c'est que ce soit la mauvaise foi. Non, c'est vrai. Et quand tu es rendu là-bas, c'est la mauvaise foi, tu peux rien faire. Non, je te comprends parfaitement. Et pour te donner un exemple concret, moi, j'étais arrivée au niveau où j'avais des formulaires journaliers. Donc, le formulaire dit est-ce que tu as défraîchi aujourd'hui, oui ou non? La personne doit cocher à ce niveau-là pour faire le suivi. Parce que tu t'es rendu compte que tu dois tout rendre de telle manière qu'à la fin, tu as tout fait. Tu as fait de ton mieux, quoi. Parce que c'était compliqué, les feedbacks. Je demandais est-ce qu'on a fait ça? Est-ce qu'on a fait ci? Tu n'as pas les informations. Donc, maintenant, j'avais le formulaire, il n'y a pas d'excuse. Pour ceux qui n'étaient pas très bons à l'écriture et tout, ça se faisait remplir par d'autres personnes. Okay. Donc, le chef va te dire, OK, est-ce que tu as fait ça? Est-ce que tu as... Oui, c'est juste des petits trucs, hein. Oui, non, oui, non, oui, non. Mais à la fin de la journée, moi, je le compte rendu, ça me permet de savoir qu'est-ce qui se passe là-bas, qu'est-ce qui est sorti et tout le reste. Donc, oui, c'est pas facile de gérer un staff comme ça. Exactement. Et puis, récemment, tu me disais que tu avais été victime d'un vol. Oui. Un gros vol. Un énième vol. Un énième vol. Je pense qu'avant, c'était les petits vols. Ouais. Donc là, ça a été le coup de jeu parce que j'étais en voyage et puis je suis revenue. Et je me suis rendu compte que beaucoup de choses avaient disparu et tout le reste. Bon, jusqu'à là, je me dis, il faut d'abord que je fasse l'état, puisqu'il y a des choses qui sortent pour livrer chez mon client. Donc, il faut d'abord, avant de tirer des conclusions arrêtives, c'est ce que je pensais. Au moment, je me dis, bon, avant d'accuser les gens qu'ils ont volé et tout, il faut que je rentre d'abord, je viens d'arriver, il faut que je rentre dans mes chiffres, mes documents, j'essaye de voir, ils ont commandé, mon client a commandé combien, on a livré combien et tout. Faire l'inventaire, en fait. Pendant que je suis en train de faire ça, comme on dit, il n'y a pas de crime parfait. Les choses s'exposent toujours et tout ça là. C'est là où je découvre, donc, on a découvert l'argent chez le gardien, on a découvert une certaine somme. Et comme quoi, on a découvert cette somme-là parce que les gens viennent acheter au champ. Donc, il y a des vendeurs ou des acheteurs, je sais pas comment, c'est ceux qui achètent pour revendre, j'imagine, mais ils viennent avec leur propre camion, ils chargent les trucs, ils partent avec. Et ça, c'est un process que tu avais mis en place ou pas du tout? Non, j'étais pas au courant. Non, j'avais un client que je ne connaissais pas. OK. Parce que ce client, je ne le connaissais pas. Donc, tu as ta structure que tu gères, tu as ton client que tu connais, tu as tes choses que tu connais, mais il y a un côté obscur de ce que tu gères que tu n'es même pas au courant. Donc, tu as des clients que toi-même, tu ne connais pas que tu as, en fait. Et qui sont abonnés à toi jusqu'à ils viennent régulièrement avec leurs propres trucs chargés et qui payent et qui savent qu'ils sont en bon terme avec toi parce qu'ils payent. C'est pas des gens qui viennent prendre comme ça. Donc, ils viennent, ils payent, ils partent avec. Sauf que ça ne part pas dans ta poche et toi, tu ne les connais pas. Voilà. Donc, c'était catastrophique. Je me suis dit, bon, ça date de combien de temps? On me dit, non, c'était la première fois. Je dis, mais je pense que c'est pas possible que c'était la première fois. C'est pas possible que c'était la première fois et tout le reste. Donc, c'était un coup dur. Dieu merci, ça n'a jamais impacté sur mon client parce que la quantité qui partait à mon client est toujours partie. Donc, mes commandes n'ont jamais eu de livraison, il n'y a jamais eu de délai, il y a eu des livraisons du client. Ils ont quand même eu la bonté d'esprit de ne pas... Voilà, de ne pas impacter sur... Ils ont fait leur petit business sans trop toucher à mon business. Mais leur petit business touche toujours à mon business parce que c'est mes entrants, c'est moi qui paye les salaires, c'est moi qui... Voilà, donc voilà. Ça a été un coup dur. Mais après, je me suis remontée parce que je me suis dit, il y a tellement pire que ça. Il y a des coups plus compliqués qui se passent. Il y a des choses, comme tu disais, le monsieur qui a offert ses porcs, tellement il était découragé. Donc, ça va. On a juste remplacé les gens là-bas. On a mis des process et tout, tellement de process pour faire sortir. C'est-à-dire, avant de faire sortir des trucs, il faut que ça vienne de tel, il faut que ça soit signé par tel, validé par tel, il faut ça, il faut ci. Maintenant, parce qu'avant, on n'avait pas un inventaire qui disait approximativement combien on fait par semaine. En termes de produits, c'est-à-dire combien de têtes d'ananas, combien de voilà, par mois, par tout ça. Donc maintenant, il y a un ingénieur agronome qui a fait une étude. Donc, c'est l'agriculture, tu ne peux pas savoir exactement les chiffres, mais tu sais qu'environ, voilà, que j'ai environ tel pied de ça, j'ai environ tel. Donc,
tu peux mieux Tu peux surveiller faire pour des savoir prédictions, mais qu'est-ce qui s'est effectivement. passé avec bon, voilà. Et puis si Donc, quelqu'un te volait un camion par semaine, maintenant il peut seulement peut-être voler 2-3 têtes parce que... voilà. Exactement. Exactement, on a basculé à cela, quoi. Mais le challenge de l'agriculture, je pense, c'est être présent. Si tu n'es pas là, c'est difficile. C'est très compliqué de faire l'agriculture sans être présent. Et aussi, l'autre challenge pour garantir la qualité, c'est de faire le suivi. Parce que souvent, tu achètes même les intrants, mais ils n'utilisent pas les intrants que tu achètes parce qu'ils revendent. Voilà. Et du coup, tes produits, voilà. Donc, si tu veux être sûr que tu as des bons produits, il faut vraiment t'assurer que ce que tu achètes a été utilisé pour le motif pour lequel tu as acheté. Il y a des trous partout. Avec ça, comment on va se développer? Ben oui, parce Il y a des que au trous final, partout. tu sais, même ceux qui vont en faire dans l'immobilier, ils ont les mêmes problèmes. L'autre jour, j'avais encore un de mes cousins là, qui me racontait que, bref, c'était une connaissance à lui Oui. qui avait fait confiance à quelqu'un de sa famille pour Oui. poursuivre son chantier. Et puis, le mec, il achetait du matériel pas bon. Donc, par exemple, si on lui demande des fers de, mettons, on va dire 15, Oui. il va aller prendre les fers de 10. Mais c'est Tu vois. dangereux pour la structure, non? Ben oui. Ça peut pas s'effondrer ou quelque Si, chose. ça c'est peut, mais il s'en bat les mon couilles. Dieu. Mais il n'y a personne qui surveille s'il a mis 15 au lieu de 10. Non. Ben, c'est ça le problème. Parce que c'est lui qui est censé surveiller. En fait, c'est quand on fait confiance, on se dit que bon, toi tu es un professionnel, on t'a pris, tu vas faire ce qu'il faut faire, alors que toi, en fait, non. Ouais. Toi, tu es un bandit de haut niveau. Exactement. C'est comme ça partout. Et comment on s'est rendu compte de la supercherie? Je sais plus trop. Mais en tout cas, ils se sont rendus compte depuis ça. Mais on ne sait même pas jusqu'à quand. Peut-être si la base a été faite même sur cette base. Voilà. C'est ça. Tu dois vraiment tout casser pour commencer. Oui, c'est très compliqué. Il y a un immeuble aussi à Douala qu'on m'a... Bon, je sais pas, c'est le Congossa du quartier, mais on m'a dit qu'ils ont eu un cas comme ça où ça a été construit. Tout un hôtel. Tu vois que ça a été construit et puis apparemment, il y a les gens qui construisaient n'ont pas mis le matériel qu'il fallait et du coup, l'immeuble est en train de s'affaisser. On peut dire que c'est quand même c'est assez grave, hein, ces choses-là. Je pense que les gens ne mesurent pas le risque. Les gens pensent juste, oh, je suis en train de me faire de l'argent, je suis en train de faire de l'argent vite fait, mais tu es en train de... Non, mais des fois, je pense qu'ils mesurent le risque, mais ils s'en foutent. Oui, parce que quand ça va s'effondrer, ils ne seront pas là. Ils seront plus là. Et tu ne sauras même pas pourquoi ton truc s'est effondré. Tu seras en train de faire les enquêtes et tout le reste, alors que eux, ils sont... Oui, c'est vrai. Exactement. C'est vrai. Mais ça ne devrait pas décourager les gens. L'entrepreneuriat est bien. Ouais. Il ne faut pas savoir qu'on parle du côté négatif. L'entrepreneuriat est bien. Moi, honnêtement, je m'y plais beaucoup. Je suis très épanouie. Je rencontre beaucoup de personnes. Je pense que ça revient encore à la personnalité. Moi, j'aime beaucoup le contact client. Jusqu'à présent, là, il y a des fois où moi-même, j'entre dans le Facebook de mon entreprise, je réponds. C'est-à-dire les commandes, quoi. Il y a des gens qui commandent le sel de mer, qui commandent des trucs que je vends au supermarché. Il y a des gens qui commandent En ligne. Voilà, en ligne. Et moi, je réponds. Oh, bien sûr. Parce que j'aime ça, en fait. J'aime parler avec mes clients. J'aime ça, moi, pareil. Voilà. Même donc, les commentaires de ma chaîne, justement, pour ceux qui ont des commentaires. Il ne faut pas dire des choses méchantes là-bas. Parce que... Il y a des gens qui en fait, des fois, j'ai mes assistantes qui vont répondre aux commentaires, mais bien souvent, c'est moi-même qui réponds. Donc, souvent, ceux qui m'insultent et que je réponds là, c'est moi, hein. Oh, les secrets sont en train de sortir. Pardon, n'insultez plus. N'insultez Donc, plus. c'est ça. Pardon. J'ai une question pour toi. Oui. Entre agriculture Oui. et industrie. 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 Plus. Oui. Mais est-ce que tu penses que tu peux faire les deux? À part, maintenant, si tu as quand même pas mal de moyens, tu es quand même bien établi, tu es une grosse entreprise. Oui. Mais est-ce que tu penses que pour un entrepreneur qui démarre 5 ans, 10 ans, est-ce que tu peux vraiment faire les deux? Bon, moi je suis biaisée parce que moi je crois que tout est possible. Donc moi je vais te répondre oui. Moi je vais te répondre oui. Je vois pas pourquoi tu peux pas faire les deux. Je pense même qu'en faisant les deux, tu as plus de marge, tu as plus de oui, sur le papier, oui, mais là tu viens de me parler quand même des contraintes. Oui, mais même dans le réel, parce que si comme là le champ, ça existe déjà, donc il suffirait d'acheter des machines pour transformer ce que tu produis déjà. Donc, moi, je pense, oui, dans le sens où, parce que c'est toi-même qui produis, tu es au courant de plus d'enjeux et tu ne peux pas te faire du chantage à toi-même. Bon, je vais reformuler la question. OK. Est-ce que tu peux réellement suivre les deux? OK. Suivre, non. Je pense que c'est compliqué, dans ce sens-là. Je pense que c'est compliqué. Je pense que c'est deux domaines assez prenants, assez difficiles. Ouais. Non. Je pense que ça va être compliqué de suivre. Ça va être compliqué. Je pense que
Mais je pense que la plus-value est dans l'industrie. Donc, s'il faut choisir entre l'agriculture et l'industrie, il faut choisir l'industrie. Il ne faut pas choisir l'agriculture. Ouais. Mais effectivement, je pense que l'industrie prend beaucoup en termes de ressources, de capital, de machines et même de mind. Ouais, parce que c'est gros. Quand j'étais en Inde, j'ai visité des industries. C'est pas le jeu. Non, c'est pas le jeu. C'est pas le jeu. Il faut penser, il faut faire marcher les machines, il faut l'électricité, il faut que ça marche. Et c'est pas... Eux, ils font les packaging par minute ou par seconde. Par seconde, voilà. Seconde, donc, la machine est efficace quand ça fait, je sais pas, 30 paquets par seconde. Donc, tout est rapide. Tout doit être allé vite. Des fois, tu dois gérer des choses. Tu dois t'entraîner dans la petite industrie. Donc... ceux qui font les chips là, moi, moi c'est tout le conseil que je donne, les petits produits, machin et tout. Ouais. C'est vrai qu'il y en a qui vont faire ça à la main, ça dépend des moyens, mais si tu peux comme t'acheter quelques machines, machin et tout, commence un peu à t'entraîner dedans. Et puis, moi c'est ce que j'ai commencé à faire là. Tu m'entraînes dedans, tu essayes de faire ton workflow avec des gens qui disent, à faire tes petits process, si tu vois si les gens les respectent, parce que finalement après l'industrie c'est un peu ça mais à grande échelle quoi. Je suis d'accord. Je suis complètement d'accord qu'il faut toujours commencer petit à petit, s'étendre. Mais je suis aussi pour... Je décourage pas les agriculteurs, mais je suis aussi pour le fait que je pense que l'agriculture est bien, c'est un très bon secteur, mais que la valeur ajoutée, la valeur même de l'agriculture se fait plus ressortir dans l'industrie. Oui, définitivement. Mais sauf que, comme tu l'as dit, c'est pas tout le monde qui va pouvoir faire l'industrie. Non, c'est pas tout le monde. Parce qu'il y a beaucoup de capitaux. C'est pas tout le monde. Et puis aussi, l'industrie a une dépendance à l'agriculture aussi. Voilà. Si tu ne produis rien, tu vas transformer quoi? Tu vas dépendre des gens qui peuvent te faire du chantage. Aujourd'hui, le maïs, c'est tel prix. Demain, c'est tel prix. Oh, il n'y avait plus la pénurie. Mais tu dépends de beaucoup de choses. Tu dépends vraiment de beaucoup de choses. Mais ce qui est bien avec la nourriture, c'est que ça sort tous les jours. Ouais. C'est-à-dire, par exemple, mes clients, supermarchés chez qui je livre le non comestible, gants de toilette, sel de mer, savonnette et tout, tamis. Les commandes se font par mois. Donc, c'est-à-dire chaque mois, chaque succursale envoie sa commande. Par contre, le client que j'ai, le supermarché à qui je livre ici à Yaoundé les produits agricoles, lui, c'est pas chaque mois, c'est chaque semaine. C'est là où ça a commencé à dicter dans ma tête que, en fait, les produits qu'on mange sortent à un niveau beaucoup plus élevé que les produits non comestibles. Oui, surtout dans un environnement comme le Cameroun. Oui, surtout dans un environnement comme les gens mangent. Ouf, les gens mangent au Cameroun. Les gens mangent au Cameroun. Les gens mangent au Cameroun. Je vois souvent des commandes là. Ils mettent même le plantain là, parce que le supermarché, la surface n'est pas immense. Je me dis, mais tous les plantains qu'ils commandent, ils me présentent ça où? Là, on me dit, non, le magasinier m'a expliqué un jour, il me dit, non, c'est que tu viens là, c'est fini. Donc, ils ont le magasin. Oui, ils remplacent juste des gens à une journée, ils peuvent même remplacer 3-4 fois. Non, c'est clair. Nous, par exemple, tu sors. Notre premier point de vente, justement, étant donné qu'on ne l'avait pas conçu comme étant un supermarché, donc on a un problème d'espace. On n'a pas vraiment de magasin à proprement parler dans cet espace-là. Mais ce qui se passe, c'est qu'on livre quasiment 3-4 fois par semaine. Parce qu'on vend de l'alimentaire. L'alimentaire, ça passe. Ouais. L'alimentaire, ça passe. Après, les marges sont réduites. C'est pas pour dire que les milliardaires, là, mais oui. En fait, tu fais de l'argent sur du volume. Sur le volume, exactement. Et la fréquence. Et tu as une bonne connaissance. C'est ça qui est intéressant avec ce marché, c'est que tu as une bonne connaissance du marché. Tu peux t'asseoir. En tout cas, pour ceux qui le font de façon professionnelle, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de data, dashboard et tout ça. En tout cas, mais quand tu l'as, tu as une bonne connaissance du marché. Donc, tu peux t'asseoir là, tu dis, voici mes 100 produits qui roulent le plus. Oui, bien sûr. Et le moment où tu veux te lancer dans la fabrication de quelque chose, tu as juste à fabriquer ces 100 produits. Oui, exactement. Donc, c'est pour ça que vous qui avez les supermarchés, là, vous êtes vous avez trop de pouvoir envers nous, les fournisseurs, parce que je pouvais vous lever, vous dites que mais le produit, c'est que je commande chez la dame, si je peux fabriquer moi-même, je peux faire moi-même, je peux. Donc, effectivement, parce que vous avez ce data, c'est comme l'enquête de la clientèle, l'enquête sur le terrain, on appelle ça les surveys, quoi. Ouais, mais sans, voilà, que réel, vous... en fait. Réel, en temps réel, de vraiment les habitudes des consommateurs que nous, on n'a pas accès. Ouais. Donc, mais effectivement... Après aussi, on a aussi payé le prix. Oui, vous avez payé le prix. Parce que supermarché pour t'installer, c'est quand même cher. Non, c'est beaucoup. Je comprends si c'était facile. Nous tous, on allait avoir les... On paye les taxes. Non, parce que tu es exposé aussi en tant que Bien business. Sûr. Il y a des fournisseurs qui n'existent même pas dans le fichier national des entreprises. Non.
Toi, tu as C'est vu une vrai. enseigne dehors, là, vous dites C'est supermarché. vrai. Donc, quand on veut taxer On va te quelqu'un, c'est toi taxer qu'on voit en selon... premier. Oui. Et puis aussi, même dans la valeur de chaque produit, en général, c'est le fournisseur qui a la plus grosse valeur. Je veux dire, sur un Bien produit sûr, que toi, tu je fabriques, toi, sais tu de as quoi beaucoup tu plus de parles. valeur. Le supermarché, là, juste tout. Je Donc, on va sais dire de que quoi la tu donnée, parles. c'est... Voilà, Je donc, sais tu de quoi tu récompenses parles. avec ça. Par contre, ce que moi j'essaye de faire avec mes clients au supermarché dans le non comestible, j'essaye de toujours entrer avec une nouvelle gamme de choses. Comme là, j'avais remarqué que mon client à Douala, il avait des savons, bien évidemment, mais il n'avait pas des savonnettes petit format. Vraiment, ce qu'on utilise dans les hôtels là et tout ça. Par contre, il a beaucoup de clients parce que vu ses emplacements, il est souvent proche de certains hôtels et voilà, donc il a des clients qui sont des voyageurs et tout le reste. Donc je leur ai dit comme ça que mais pourquoi vous n'avez pas de petits savons? Ils m'ont dit non, les savonnettes qu'on vend au Cameroun sont mal emballées, des savonnettes locales. Donc il y a des gens qui sont venus leur proposer, mais c'était pas le standard Ouais, qu'ils voulaient pour les que hôtels. tu peux avoir. C'est comme les gens prennent les petits, comme s'ils ont coupé avec le le couteau. Voilà. Ils ont pris le papier format, ils ont plié un genre là, donc ça passe pas quoi. Après, je me suis dit, bon, ça, c'est une opportunité. Donc, c'est comme ça aussi que je me suis dit, bon, les savonnettes, ça va marcher. Et j'ai commencé à leur proposer des savonnettes avec ma marque, Daisy Care. Et voilà, donc c'est parti de là. Je ne pouvais pas imaginer que ça allait prendre de l'ampleur. Après, maintenant, un jour, c'est quelqu'un qui avait acheté des savonnettes au supermarché qui m'a contacté pour me dire « Ah, mais en même temps, j'ai mon auberge, j'aimerais avoir des savonnettes. » J'ai commencé à livrer dans l'auberge. Donc, quelqu'un qui a consommé mes produits là-bas m'a contacté pour me demander si j'avais d'autres savonnettes. J'ai dit oui. La personne m'a dit « Oh, j'ai une auberge et tout, donc j'aimerais. » J'ai dit « Il n'y a pas de problème. » Donc, j'ai commencé à livrer à l'auberge. J'ai commencé à prospecter moi-même des hôtels. J'ai commencé à élargir mon portefeuille, quoi, pour que ce qui s'est passé avec le fournisseur de chips ne m'arrive pas aussi. Pas non plus. Yeah, je comprends. Donc, voilà. OK. Ce fut un plaisir de t'avoir. Donc, pour Merci. clôturer, si jamais tu as un jeune de la diaspora qui t'écoute, Oui. il a Paris, il a son CDI, Oui. il gagne 3 500, 4 000 euros. Oui, Et là, il te dit, Kevira, oui. j'hésite à déposer mon CDI pour me lancer en agriculture au pays. Qu'est-ce que tu lui dis? Bon, la question est très difficile, mais je ne sais pas si ma réponse est vraiment une réponse, mais ce que moi je dirais à la personne, c'est que ça dépend de ta personnalité, ta capacité à te réinventer et ta capacité à absorber le choc. Je m'explique. Moi, j'ai des sœurs qui ne peuvent pas faire le 1/10 des risques que je suis en train de faire avec ma vie. Comme ma grande sœur Stéphanie, si elle écoute ça, elle est tellement cautieuse. Et c'est une très bonne chose. C'est le genre de personne, tout ce qu'elle fait, réfléchir, planifier, elle n'aime pas le risque, elle n'aime pas tu vois. Ça, c'est un trait. Tu peux pas changer ça. C'est juste un trait de caractère. Et comme elle a ce trait de caractère-là, moi, je lui conseille, si elle était en France, je lui dis que laisse tes 3 500 euros pour venir faire l'agriculture. C'est comme lui dire que suicide-toi. Parce qu'elle ne supporte même pas d'abord de changer de travail. Elle va supporter. Tu vois un peu où je vais en venir, quoi. Donc, pour moi, je pense que la personnalité joue trop un grand rôle dans ce genre, avant de donner les conseils. Genre, si c'est quelqu'un qui peut prendre le risque, qui peut s'adapter, qui peut comprendre que c'est comme je ne veux pas dire le Djambo, c'est un très mauvais exemple, mais je veux dire qui peut comprendre que je pars au Cameroun là, ça peut me propulser, comme ça peut aussi me mettre au sol, comme ça peut aller dans tous les sens, mais je ne vais pas tenter, je donne mon maximum, je donne mon meilleur. Oui, si je vois ça en la personne, je vais dire à la personne, mais rentre, il y a beaucoup d'opportunités. La preuve, c'est que moi, j'ai commencé dans un truc. Après, j'ai cité ici tout ce que je fais déjà parce qu'il y a trop d'opportunités. Et même comme ça, il y a encore beaucoup plus d'opportunités tout le temps. Je regardais les gens du Nigeria, ils font le kilichi, ils emballent, ils vendent le tapioca. Donc, il y a trop d'opportunités, trop de trucs à faire. C'est même dérangeant, à la limite. Et donc, pour quelqu'un qui a ce mindset-là de j'aime créer, j'aime innover, j'aime gérer les gens, j'aime les challenges, oui, laisse tout, tu viens. Mais si tu es quelqu'un dans le mind, c'est que toi-même, tu sais que la nuit, tu ne dors pas bien. Quand tu as des choses qui te tracassent, ne viens pas. Ne viens pas. Exactement. Ne viens pas. Parce qu'il y a des nuits où moi, je dors. Je dors franchement jusqu'à ce que je me réveille le matin. Et moi-même, je m'étonne de moi-même que mince, tu dors avec tous les problèmes qui doivent te tracasser. Là, comme quand il y a eu les trucs du champ là, et tout ça. Moi, ça n'a pas fait que je ne dorme plus. Mais c'est pas que je suis inconsciente, c'est pas que je sais pas que je perds de l'argent, c'est pas que je sais pas tout ça, mais c'est que le mindset est au-delà de ça. Mon mindset est que je perds,
mais j'apprends. Je perds, mais je vais gagner. Je perds ici, mais voilà, j'ai tel qui entre, je perds. Donc, c'est ce mindset-là. Mais tu peux pas expliquer le mindset aux gens. Il y a des gens qui n'ont pas ce mindset-là. Ils vont venir, ils vont se dire que, oh, bon, tout ce que j'ai mis là-bas, il y a peut-être une semaine, il ne dort même plus. Il perd le poids, il a même l'AVC, tu vois. Donc, mindset. On va mettre RIP. Je t'assure, à cause d'une histoire de chant. Mindset. Si tu as le bon mindset, tu reviens. Tu n'as pas le bon mindset, reste tranquillement dans la paix. Ne cherche pas les problèmes. Surtout au Cameroun, qui est particulier encore. Oui. Le Cameroun, c'est le cardio. Si tu n'as pas le bon mindset, ne viens pas. Ne viens pas. Voilà mon conseil. Un dernier mot? Non, c'est tout. Ça fait un plaisir de t'avoir sur le podcast. Merci, pour une deuxième fois. un plaisir. On fera un troisième épisode à l'occasion. À l'occasion. Allez, bye. Merci.